Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, la déclaration d'impôt donc des revenus de 2022, ce qu'il faut savoir et notamment les nouveautés puis les erreurs à éviter. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus les années passent, plus les déclarations sont compliquées et on nous rajoute une couche tous les ans, tous les ans. C'est sûrement ce qui est le plus compliqué à faire en fiscalité si on sort de la personne qui a simplement des retraites ou une rémunération ou un salaire. Parce que dès qu'on rentre dans des mécanismes un peu complexes où on a un choix ou des options, ça devient interminable. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Maintenant, on a le principe et la loi sur le droit à l'erreur qui permet de pouvoir euh, modifier quasiment en automatique, puisqu'on a des délais de réponse de l'administration, on va dire sous 15 jours, sauf très gros montant, une déclaration d'impôt. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et premier élément, les délais pour déclarer. Donc, on a toujours une déclaration papier, mais on se demande bien qui fait encore la déclaration papier, parce que on a de moins en moins de gens éligibles qui est au 22 décembre. Puis après, on va avoir tous les jeudis entre le 25 mai et le 8 juin avec des départements différents. Donc, le département 0, je crois qu'il n'existe pas, c'est le département 1. Jusqu'au 19, c'est au 25 mai minuit, donc au soir. Jeudi 1er, du département 20 au département 54. Et puis département 55 avec les territoires d'outre-mer, donc notamment le 974, ainsi que l'EDI. L'EDI, c'est la transmission numérique de la déclaration faite par des professionnels, alors notamment nous au cabinet, pour les résidents fiscaux français, puisque l'EDI n'est pas possible pour les non-résidents. On transmet en EDI, ce qui permet de dire que même notre client qui se trouve à Marseille ou à Lyon, lui rentre dans le délai du 8 juin prochain. Attention, l'administration est de plus en plus rigoureuse pour pouvoir émettre maintenant aisément des pénalités en cas de non-dépôt de déclaration dans les délais. Même si, et c'est ça qui est particulier, même si lorsqu'on dépose une déclaration, on a tant un avis d'imposition qui ne viendra pas au plus tôt avant la mi-août et avec des demandes de paiement qui interviendront entre le 25 de chaque mois, entre septembre et décembre. Alors, je vous explique ce principe-là, il faut bien s'habituer parce qu'on n'est pas encore sur ce sujet du prélèvement à la source. Vous avez un sujet de prélèvement à la source en permanence sur différentes catégories de revenus, soit directement sur vos comptes bancaires si vous avez du revenu foncier, soit auprès d'un employeur au sens large, qui peut être aussi bien un employeur du public, du privé ou une caisse de retraite. La caisse de retraite est considérée comme un employeur dans le cadre du prélèvement à la source. Donc, quand on va déclarer, on va regarder calculer l'impôt, on va regarder ce que vous avez réellement payé, et puis on va vous dire il faut payer un complément ou on vous rembourse. Si on vous rembourse, généralement, c'est dans les 15 jours, donc ça va commencer début septembre, les remboursements, ou plus tôt. Et puis, si vous avez à payer, automatiquement, vous serez prélevé. On ne peut pas payer par un autre moyen. Et la somme sera divisée par 4 et prélevée le 25 de chaque mois entre le 25 septembre et le 25 décembre. Voilà un peu pour les délais. La nouveauté de cette année, c'est qu'on a une nouvelle déclaration qui vient se rajouter à nos déclarations. Elle concerne les propriétaires de locaux d'habitation situés en France. Donc, ne vous posez pas la question si vous avez des locaux d'habitation situés à l'étranger ou si vous avez des locaux commerciaux. Si vous ne remplissez pas cette déclaration qui doit être souscrite avant, au plus tard, le 30 juin prochain, vous risquez une amende de 150 €. Et pourquoi cette déclaration? Parce que la taxe d'habitation est supprimée pour les résidences principales, mais pas pour les résidences secondaires.
Donc, c'est un moyen pour l'administration d'obtenir de manière cohérente et très rapide les informations pour pouvoir émettre les taxes d'habitation ou ne pas les émettre. Alors, ce sera vraisemblablement utilisé à d'autres fonctions à un moment ou à un autre, puisque l'administration fiscale croise de plus en plus tous les fichiers. Mais l'objectif primordial, c'est celui-ci. On voit, on voit bien qu'en termes de taxes d'habitation, il y a quand même eu toujours un certain nombre de ratés, parce que l'administration, elle n'arrive pas à suivre qui était vraiment locataire au 1er janvier, surtout lorsque ça change en permanence. Donc, cette déclaration est institutionnalisée et elle devrait être souscrite tous les ans. Concernant maintenant, si on fait une déclaration, c'est pour payer un impôt. Donc, on a des tranches d'imposition. Les tranches d'imposition, on a une tranche à 0, puisque des personnes ne payent pas l'impôt, et même, on va dire, la majorité des Français. Une tranche qui va jusqu'à 11%, 30%, 41 et 45. Je vous rappelle que les premières tranches ont beaucoup diminué en termes de sommes et d'appels, puisqu'on avait avant une tranche à 12% au lieu de 11%, et qu'en remaniant un peu ces principes avec la décote, on a quasiment 5 milliards d'économies pour le contribuable qui sont passées sur ce qu'on appelle les classes moyennes. Attention, sur ces montants-là, on peut être amené à avoir la contribution sur les hauts revenus. Alors, ça se calcule de manière un peu compliquée, mais dès que vous avez un revenu un peu aisé, vous y êtes. Nouveauté de cette année, alors, moi, j'avais tous les ans une remarque, c'est quand vous regardez vos avis d'imposition, vous receviez l'information de savoir si vous devez payer un complément ou si on vous rembourse. Or, généralement, mes clients sont plutôt contents quand on les rembourse, sauf que je leur dis, c'est ridicule. On ne vous donne pas le montant du véritable impôt. Et pour avoir le montant de l'impôt, il y a quand même une incidence relativement importante. Donc, nouveauté de l'année, pour la première fois, sera indiqué sur l'avis d'imposition le taux d'imposition moyen et le taux d'imposition marginal. Alors, le moyen, c'est relativement facile à comprendre, hein. Ça veut dire qu'on va vous dire, vous avez beau avoir une tranche marginale. La tranche marginale, c'est la tranche la plus élevée que vous allez utiliser. 30, 41, 45. Vous pouvez être dans une tranche à 45, mais avoir une moyenne d'imposition à 27 ou à 32. Donc, c'est ça qui est important. Et là, vous allez comprendre où vous vous situez. Où vous vous situez et surtout combien ça vous coûte. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un avis d'imposition, sauf à aller demander à un fiscaliste, je vous mets au défi de comprendre combien vous payez réellement d'impôts et quel est votre taux moyen d'imposition. Donc, ce qui est important, c'est qu'on aura à présent ces informations. À côté de la suppression de la taxe d'habitation qui n'apparaissait pas sur la déclaration d'impôt sur le revenu, on a à présent la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. C'était notamment une petite croix qu'on devait cocher en première page de la déclaration qui était liée donc au fait de posséder un moyen de réception de télévision ou autre. Voilà, ça a été supprimé. Ce n'est pas pour autant qu'on ne paye pas la télévision publique par d'autres moyens. Là, on a vu nos grands principes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer un peu dans les détails des nouveautés de l'année et des éléments un peu importants. Il y en a un certain nombre. Alors, l'objectif aujourd'hui est absolument pas de rentrer dans des détails. Par exemple, de vous expliquer que si vous touchez des pourboires, vous avez une exonération ou diminution. C'est plutôt les éléments importants, moi, qui m'intéressent. Donc, je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est 8 catégories différentes qui se mêlent et qui ont chacune des règles d'imposition spécifiques. Et tout ça additionné, ça donne le revenu global. Alors, on en parlera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que vous faites un déficit dans une catégorie que vous pouvez le compenser avec l'autre. Ça, c'est plutôt l'exception. Le principe, c'est lorsque vous faites un déficit dans une catégorie, vous allez pouvoir le reporter l'année d'après
pour l'imputer sur d'éventuels bénéfices de la même catégorie d'impôt. Sur les nouveautés, les éléments importants concernant les traitements et salaires, on a, premier élément, le plafond annuel des heures supplémentaires qui, à compter du 1er janvier 2022, est passé de 5 000 à 7 500 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les RTT qui sont monétisés, c'est-à-dire transformés en argent, sont exonérés d'impôt sur les revenus dans la limite de 7 500 euros avec les heures supplémentaires et complémentaires exonérées, au lieu et place de 5 000 euros. Premier élément. Deuxième élément, donc ça c'est un élément quand même important pour les salariés. Deuxième élément, le barème kilométrique. Alors, comme on a une inflation importante, l'augmentation du prix du carburant, on a une augmentation importante aujourd'hui du barème de 5,4%. Alors, néanmoins, vous pourrez vous rendre compte que le prix de réparation de votre véhicule d'entretien plus le prix de l'essence a augmenté d'un peu plus que 5,4%. Donc, l'augmentation est importante, mais alors, attention, parce que les personnes qui utilisent ce barème sont les personnes qui vont renoncer à la déduction forfaitaire de 10%, qui est plafonnée jusqu'à 12 200 euros à peu près. Et au-dessus, ça ne fonctionne plus. Et donc, quand vous avez des frais, ça peut être intéressant. Il faut savoir, c'est extrêmement contrôlé. C'est-à-dire que si vous utilisez le barème kilométrique, vous devez pouvoir justifier de l'utilisation professionnelle, de la distance parcourue. Et donc, ce sera toujours, et ça a toujours été contrôlé, et les contrôles sont plutôt sévères. Donc, pour passer au barème kilométrique, il faut vraiment avoir un intérêt important parce que si vous passez du temps pour gagner à la fin, passer de 10 à 11%, honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Car en pratique, vraiment, au moins 50% sont contrôlés. Il y a des demandes d'informations qui partent très, très, très souvent. Là, c'était pour les nouveautés, les éléments de cette déclaration pour ce cru 2022. Concernant les revenus fonciers, alors il y a une disposition intéressante. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne compense pas les catégories entre elles. Et puis, on a des exceptions. Les revenus fonciers peuvent, dans la limite de 10 000 et quelques euros, être imputés sur le revenu global. On a une nouveauté cette année, c'est que on va passer de 10 000 et quelques euros à 21 400 euros lorsqu'on engage des travaux de rénovation énergétique. Alors, c'est ce qu'on appelle la passoire thermique. Il faut regarder si vous rentrez dans les conditions, mais c'est plutôt intéressant. Donc, allez-y, ça, c'est quelque chose vraiment à utiliser. Alors, on peut l'utiliser depuis le 5 novembre 2022, à partir du moment où on a effectué un devis, et ça va fonctionner jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, vous avez des travaux à réaliser au regard de la rénovation énergétique d'un bien que vous donnez en location. Les travaux, vous allez les payer normalement, mais où vous auriez eu un problème d'imputation parce que, on va donner un exemple, vous avez des revenus à hauteur de 15 000 euros et puis vous avez des travaux pour 25 000 euros, vous ne pouvez pas tout imputer, donc vous avez un décalage de trésorerie et d'imposition. Là, ça va venir diminuer votre revenu global et donc pouvoir s'imputer immédiatement. Alors, il y a un certain nombre de conditions, hein, mais on doit pouvoir passer dans l'analyse thermique du bâtiment des catégories E, F, G à une catégorie A, B ou C. Autre élément maintenant qui concerne les revenus des indépendants. Les revenus des indépendants bénéficiaient d'une sorte de majoration jusqu'à 20%. Lorsque, alors les indépendants, c'est le bénéfice agricole, le bénéfice non commerciaux. On trouve les avocats, les professions libérales, les médecins. Le BIC, ce sont les commerçants et le BA, les agriculteurs. Et donc,
on avait une sorte de majoration lorsqu'on n'adhérait pas à un organisme de gestion agréé ou lorsqu'on ne recourt pas au service d'un professionnel du chiffre du type expert comptable. Cette majoration va disparaître progressivement. Sur 2022, la majoration n'est plus que de 10% et elle disparaît totalement à compter de 2023. Voilà pour ces éléments. Alors, on a vu les nouveautés et les éléments sur les produits. On va regarder un peu la question des charges, des charges, des déductions, des réductions d'impôts. Ce que vous allez pouvoir mettre en déduction ou réduction de votre revenu imposable. Première chose, le crédit d'impôt pour garde d'enfants de moins de 6 ans. Alors là, on a pour le coup un effort considérable puisque le plafond pour un enfant passe de 2 300 € à 3 500 €. Alors ça s'applique aux enfants de moins de 6 ans et ça peut être même à l'extérieur, il n'y a aucun souci sur ça. Donc ça, élément important si vous en bénéficiez. L'emploi à domicile. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait une déclaration qui est quand même très, très complexe. Parce que moi, quand je me souviens de ce qu'on faisait comme déclaration au moment où je suis devenu avocat fiscaliste et ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement, on doit tout déclarer, mais on est même censé connaître quasiment le Code général des impôts et il y a des choses complexes. Alors, il y a un élément qui est souvent utilisé, c'est l'emploi à domicile. C'est plutôt facile. Ça va du jardinier qui vient entretenir votre jardin extérieur, la livraison de repas. Et là, cette année, on a une nouveauté. C'est-à-dire qu'on va vous demander de préciser à quoi sert et quelle est l'utilité de l'emploi à domicile. Alors, c'est peut-être un sondage. Je ne sais pas pourquoi l'administration demande ça, parce que si eux, en interne, ils n'ont pas l'information, c'est quand même qu'il y a un gros souci de remontée d'informatique au niveau des ministères. Mais voilà, on complexifie, on rajoute à chaque fois des choses et des demandes d'information. Donc, concernant l'emploi à domicile, il faut préciser quelle est l'utilisation qui est faite de cet emploi à domicile. Et puis, autre élément, mais plutôt intéressant, la souscription au capital de PME, de FIP ou de FCPI. Alors, ça a toujours existé, mais pour le coup, on a une réduction qui est devenue un peu plus intéressante qu'avant, puisque jusqu'au mois de mars 2022, le taux de réduction était 18% du montant de souscription au capital de la société ou d'augmentation de capital. C'est-à-dire que vous allez souscrire soit au moment de la constitution de la société, soit au moment où la société décide d'augmenter son capital. Ça ne fonctionne pas si vous décidez de racheter des parts dans une société. Alors, vous avez des engagements de conservation. Les engagements, les conditions les plus importantes qu'il faut regarder, c'est est-ce que la société qui est concernée, dans laquelle vous voulez rentrer au capital, est bien une PME, ce qu'on appelle une PME au sens européen. Donc, est-ce qu'elle a moins de 250 salariés? Est-ce qu'elle respecte les conditions en termes de chiffre d'affaires? Tout ça, c'est important. Alors, si c'est une société nouvelle, c'est évident que vous allez rentrer dans ces conditions-là. Et donc, vous avez par rapport à votre investissement, ce sera plafonné, une réduction qui est à présent de 25%. Donc voilà pour les éléments de cette année. Mais je voulais aussi terminer par vous donner, je vois qu'il y a une petite erreur de français sur le terme fréquent, les erreurs les plus fréquentes que l'on retrouve lorsqu'on souscrit des déclarations d'impôts. Parce que typiquement, tout au long de l'année, on a des clients qui viennent nous consulter pour de l'optimisation fiscale, pour des investissements, parce qu'ils souhaitent partir à l'étranger, parce qu'ils souhaitent revenir habiter en France. Et on leur demande le b.a.-ba, c'est le dernier avis d'imposition qu'ils ont. Et puis là,
on se rend compte qu'il y a quand même très, très souvent des erreurs. Alors, il y a des erreurs qui peuvent, entre guillemets, coûter cher parce qu'on se fait rattraper par l'administration fiscale. Puis, il y a des erreurs, en réalité, qui vont causer un préjudice aux contribuables. Premier élément, lorsqu'on déclare les rémunérations, les pensions de retraite, on prend toujours le net imposable. Alors, le principe aujourd'hui, c'est que l'erreur est quasiment impossible. Alors, impossible n'est pas français, hein, mais attention, l'erreur est quand même beaucoup moins fréquente parce que normalement, vous avez la déclaration pré-remplie. On voit le sujet lorsqu'on a des personnes qui commencent à rentrer à la retraite, et avec les décalages, on peut avoir des erreurs. On le voit aussi sur les dirigeants de société de l'article 62, Code général des impôts, notamment les gérants majoritaires de sociétés dont les montants, eux, ne sont pas remplis. On va regarder donc le net imposable et on va voir s'il y a des incidences de la CSG non déductible. Donc, ne vous contentez pas ou ne vous dites pas, tiens, j'ai un montant préimprimé qui est faux parce que moi, j'ai touché moins. Oui, mais aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, vous touchez moins. On voit souvent nos clients, lorsqu'on leur envoie les simulations à l'impôt sur le revenu, qui nous disent, mais d'où vous sortez ces montants de retraite? Moi, j'ai touché telle et telle somme. Parce que la personne ne regarde pas le net imposable, mais ce qu'elle a perçu, déduction faite du prélèvement à la source. Deuxième erreur que l'on rencontre très fréquemment, lorsqu'on demande à nos clients de nous dire, bon, vous avez du revenu foncier, mais qu'est-ce que vous louez? Et puis dans la conversation, on nous explique qu'on loue un bien meublé. Sauf que le bien meublé va pouvoir bénéficier d'un abattement de 50%, ce qui n'est pas le cas du revenu foncier, sauf si on prend du microfoncier. Donc ça, on trouve souvent cette erreur parce que les personnes, en réalité, ne trouvent pas ou ne font pas la distinction en termes de déclaration entre le revenu foncier qui est une location nue et les revenus des locations, de la location meublée. Deuxième chose, on ne va pas compenser soi-même les déficits. Typiquement, là, sur la fin d'année, nous, on a 2 clients qui ont eu des redressements parce qu'ils avaient rempli eux-mêmes la déclaration. Ils s'étaient dit, tiens, l'an dernier, on m'a dit que j'avais un déficit reportable. Donc, ils avaient un déficit reportable de 500. Ils voulaient déclarer 1000 et ils ont dit, bah, du coup, je déclare 500. Sauf qu'en réalité, après les 500, l'administration a retiré, encore une fois, le déficit parce que ce n'est pas à vous de le faire, il faut remplir les cases et c'est l'administration qui va le faire au regard des informations que vous communiquez. Ça signifie que lorsque vous avez un déficit reportable, il faut vérifier qu'il est plutôt cohérent, que vous n'avez pas oublié au cours des années. Alors, notamment, on voit très souvent sur les plus-values mobilières, c'est 10 ans, mais souvent, les personnes n'ont pas rempli 1 ou 2 années. Il ne faut pas hésiter à reconstituer en déposant une demande à l'administration fiscale parce que quand on va calculer une plus-value et qu'on se rend compte que 8 ou 9 ans avant, on avait un montant qui aurait dû être déclaré, ça peut avoir une incidence. Donc, bien vérifier les déficits et ne pas les gérer eux-mêmes. Alors, autre élément important, dans la déclaration d'impôt sur le revenu, on impose au titre de l'année d'encaissement. La grande différence entre une entreprise et un particulier, c'est que le particulier déclare encaissement-décaissement. Néanmoins, il y a une exception en matière de plus-value mobilière. On tient compte de la date de cession et non de la date de paiement. Vous avez vendu des titres d'une société et puis, dans la condition de paiement, on vous dit, par exemple, vous avez une quote-part qui va dépendre du prix du chiffre d'affaires de l'année d'après. Ou vous avez un paiement à terme. Alors moi, j'explique à mes clients que le paiement à terme dans les ventes de titres de société, c'est toujours un handicap. Parce que on prévoit un paiement à terme à hauteur de 100 par exemple, sur 4 ans, ce qui va faire 25 chaque année.
Sauf qu'au terme de la première année, vous devez déclarer votre plus-value et qu'on va l'exiger en totalité. Et donc, si je considère que j'ai une plus-value de 30%, ce qu'on appelle la flat tax, sur les 100, si je touche 25 la première année et je dois payer 30, c'est que j'ai un problème de trésorerie. Donc, toujours faire attention et grand principe, encaissement. Je vous donne un exemple. Nos clients nous disent souvent, mais tiens, je ne comprends pas, vous avez déclaré chez moi au titre de revenus fonciers 3 trimestres de loyer et pas 4 trimestres. Ah oui, parce que quand on regarde la banque, on se rend compte qu'il y a un trimestre qui a été payé par le locataire en décalage, et donc il est soit sur l'année d'avant, soit sur l'année d'après, mais on impose donc l'encaissement. Autre élément qu'il faut regarder, le prélèvement à la source. Alors là, on a encore eu cette semaine un certain nombre de demandes. On est en pleine période fiscale et on envoie les simulations à nos clients. Et souvent, j'ai répondu encore hier matin à une question d'une cliente qui me dit mais je ne comprends pas, vous ne m'avez pas pris les prélèvements de 2023. Eh oui, mais quand on déclare 2022, on prend la totalité des prélèvements à la source de 2022, on va diminuer du calcul de l'impôt et ça va nous donner la somme qu'on va recevoir en remboursement ou qu'on va devoir payer. Donc, on a bien une annualité de l'impôt au regard du prélèvement. Ce qui se passe en 2023 ne nous concerne pas. D'ailleurs, lorsque je vous expliquais que si vous avez un complément d'impôt de paiement à faire au titre de l'impôt de 2022 par rapport au prélèvement à la source et que c'est prélevé le 25 de chaque mois entre septembre et décembre, n'oubliez pas que le 15 de chaque mois est prélevé l'impôt au titre de 2023 et que ça va continuer. Et d'ailleurs, que le fait de faire la déclaration d'impôt sur le revenu va permettre à l'administration fiscale de modifier votre taux de prélèvement à la source à compter du 1er septembre. Car le taux de prélèvement à la source ne se renouvelle pas au 1er janvier de chaque année, mais au 1er septembre de chaque année, au vu de la déclaration que vous avez déposée. Alors après, on peut le modifier si on pense et on sait que sur 2023, on a des éléments différents. Dernière remarque, dans le cadre des revenus fonciers, alors là, c'est un vrai package, parce que nous, on voit tout passer. On ne déduit pas la taxe sur les ordures ménagères que l'on trouve dans la taxe foncière et on ne déduit pas non plus la taxe annuelle sur les locaux et bureaux en Île-de-France. Parce qu'au premier contrôle, effectivement, l'administration, comme le fiscaliste, a l'habitude de regarder ces points-là et va vous les réintégrer. Donc voilà, on voit des erreurs fréquentes, et là, je vous en ai parlé d'un certain nombre. Néanmoins, n'oubliez pas, vous avez le droit à l'erreur au cours de l'année même. Alors, généralement, ça va être ouvert du début septembre jusqu'à mi-décembre. Donc, au titre de 2022, ce sera septembre 2023 jusqu'à décembre 2023, où on peut modifier en ligne les déclarations. Attention, si vous avez souscrit vos déclarations en papier, vous êtes censé faire la modif en papier. Si c'est sur impôt.gouv, il faut aller sur impôt.gouv. Et si elle a été envoyée en EDI, il faut modifier en EDI et donc respecter le parallélisme des formes qui ont été utilisées. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant la déclaration des revenus de 2022 avec les pièges et puis les nouveautés de cette année. Nous avons l'habitude d'intervenir. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez nous consulter. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.